Bonjour, je m'appelle Pozzolo Angelo et je fais du VTT de descente. Bon, aujourd'hui, quand on est sportif, qu'on soit très bon ou pas, c'est compliqué d'en vivre à 100%. Donc à un moment, j'ai dû me poser des questions et je me suis dit, je vais quand même avoir un diplôme, c'est la moindre des choses. Puis je le dois bien à mes parents. Une fois qu'on a fait de la compète et de la course, on a besoin de revenir. C'est comme une drogue, on ressent le besoin et le manque. Il faut se présenter, il faut faire des contacts, c'est très dur dans ce... Salut les sportifs, je suis tellement heureux de vous retrouver pour ouvrir ce 4e casier des vestiaires que j'aimerais me filmer pour que vous voyez la tête que j'arbore aujourd'hui. Je suis aussi très heureux des retours que vous me faites sur les réseaux sociaux. Merci encore pour votre soutien, mais nous n'en sommes qu'au début. Et oui, je vous l'ai expliqué la dernière fois, de grandes réussites sont synonymes d'une belle équipe et je sais pouvoir compter sur vous pour faire plier Facebook qui n'a toujours pas retiré l'adresse vestiaire.info de sa blacklist. Montrons-leur que mon site est légitime et nous aurons toutes et tous à y gagner, à partager la réalité des sportives et sportifs de haut niveau et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien pour financer leur carrière. Aujourd'hui, je vous propose l'interview d'un petit jeune. Bon, ok, le terme petit jeune est peut-être un petit peu exagéré. Mais bon, il faut me comprendre, il a le même âge que mon fils chéri d'amour. Ils ont été en classe en même temps, donc pour moi, je le vois toujours comme un petit bébé. Bref. Polyglotte, ayant déjà vécu dans plusieurs pays, Angelo est un véritable génie. Surdoué pour tout ce qu'il touche, pour tout ce qu'il commence, en cours, il surperformait déjà ses camarades. Mais sur le plan sportif, il apprend chaque jour et a déjà de très beaux résultats. Après avoir mis sa préparation en suspens au début de ses études de médecine, il se relancera dans la course sportive et scolaire cette année. Juste avant de vous laisser écouter tout ça, je me mets encore une fois à vos pieds et vous implore d'aller déposer des commentaires et des revues sur Apple Podcast. C'est ainsi que le podcast sera connu et nous devons bien cela à tous ces grands sportifs et grandes sportives du quotidien. Je vous laisse avec l'écoute du podcast d'Angelo. N'hésitez pas à revenir vers moi avec tous vos commentaires. Je me ferai un plaisir de lui transmettre ou de vous répondre. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, à mes côtés, je reçois un invité et en plus en présentiel, donc vous devriez avoir un son bien meilleur que d'habitude. Je reçois Angelo. Salut Angelo. Bonjour, ça va ? Bien et toi ? Ça va. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir jusqu'à moi aujourd'hui. Alors écoute, ce que je te propose, c'est que avant même de rentrer dans le sujet de ce podcast, de te donner la parole pour te présenter. Donc dis-nous qui tu es et puis ce que tu fais dans le monde sportif. Je m'appelle Pozzolo Angelo et je fais du VTT de descente à plus ou moins haut niveau, donc Coupe du Monde, Coupe d'Europe. Et j'ai un passé de sportif, mais finalement, je me suis consacré presque à 100% qu'au vélo. Alors, pourquoi plus ou moins haut niveau, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, c'est du haut niveau? Oui, c'est le haut niveau, en fait, c'est quasiment ce qu'on peut atteindre de mieux. Il manquait juste les championnats du monde, qui eux sont particuliers parce qu'il faut être envoyé par la fédération elle-même. Et comme moi je suis italien, c'est très compliqué d'avoir les critères bien spécifiques pour y aller. J'aurais pu y aller en tant que luxembourgeois, mais finalement, je n'ai toujours pas accompli ce que je dois faire pour la nationalité luxembourgeoise. C'est dans le futur, c'est un projet, j'ai pas lâché, donc à mon avis, dans le futur, je vais le faire. Alors oui, c'est vrai qu'on se connaît déjà depuis quelques années, à l'époque où tu étais un petit peu plus petit, un petit peu plus jeune. Tu nous as pas donné ton âge? Ah oui, j'ai 22 ans. 22 ans. Donc quand on s'est rencontrés, je crois que tu devais en avoir 18 ou 19. J'en avais 18, oui. 18, voilà. Donc t'as un parcours atypique et un parcours de vie aussi, parce que tu es franco-italo-brésilien, c'est ça? Non, justement, je ne suis pas français, mais je suis né au Brésil, d'une maman brésilienne, un papa italien. Et j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai passé quelques années au Brésil avant de venir en Europe, en commençant par l'Italie, ensuite l'Allemagne, ensuite finalement la Belgique avant de venir au Luxembourg. Et puis bon, j'ai fait mes études un peu partout, donc voilà. Donc plusieurs nationalités, brésilienne et italienne. Brésilienne et italienne et normalement luxembourgeoise dans pas trop longtemps. En cours d'acquisition de la nationalité. En cours d'acquisition. Et du coup, quand tu te présentes sur une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe, tu représentes quel pays? Quand je me présente en course pour le vélo, je suis toujours représenté pour l'Italie, sauf en Coupe de Belgique où je courais pour le Luxembourg.
C'était une histoire assez intéressante parce qu'en fait, ils ont réalisé que j'étais italien seulement après 5 ans dans le championnat. D'accord. Et ils m'ont dit, mais en fait, tu es italien, tu n'as pas la nationalité luxembourgeoise. Mais comme j'avais une licence qui était délivrée par la fédération luxembourgeoise, on m'a toujours fait courir sous les couleurs luxembourgeoises, pour lesquelles j'étais très fier de courir, parce que j'ai jamais eu de problème avec ça. J'adore ce pays, je m'y trouve très bien. Donc j'ai toujours adoré courir pour les couleurs luxembourgeoises en Coupe de Belgique. Mais normalement, à l'international, j'ai toujours couru pour les couleurs italiennes. D'accord. Dont je suis également très fier. Donc effectivement, un beau parcours. Et dans tout ça, je crois qu'en plus, tu fais des études. Oui, je suis étudiant au sein de l'université de Liège, plus spécialement dans HEC Liège. Je fais des études en sciences économiques et de gestion. Après avoir fait justement dans le passé des études de médecine, vu que j'étais justement très sportif, j'aimais tout ça, et l'anatomie, tout ça, ça m'a toujours intéressé. Donc maintenant, je fais HEC Liège dans l'économie, et je trouve que c'est vraiment intéressant. Peut-être que je ferai un master justement dans le côté sportif de la chose, donc plus dans le commerce sportif ou dans l'organisation d'événements sportifs. Oui, pour nos amis auditeurs francophones, je crois que c'est un cursus qui se rapproche un peu de STAPS, et sur la partie... Enfin, pas HEC, mais ce master que tu voudrais faire, ce serait équivalent à un master STAPS en gestion des unités sportives. Oui, mais je crois que ça a encore un autre nom quand on fait justement cette passerelle-là. Donc, quand on passe d'une école de commerce et qu'on fait un autre master, normalement, il est un peu plus élevé parce que il se concentre vraiment sur le financement et l'organisation grande de la chose. C'est plus vraiment qu'une spécialité, mais vraiment dans la globalité de la chose. Mais bon, il y a tellement de masters aujourd'hui, ils sont tous tellement complexes et tellement remplis de particularités que voilà, ce serait long d'expliquer tout. Mais normalement, peut-être que je m'orienterai là-dedans ou dans l'automobile, à voir. Ok, donc c'est pas forcément le sujet du podcast d'aujourd'hui, puisque c'est un podcast qui se consacre au financement des carrières de sportifs de haut niveau, mais malgré tout, et c'est l'impression que j'avais déjà eue il y a 3 ou 4 ans quand on s'était rencontrés, tu as déjà bien la tête sur les épaules et tu vois pas uniquement au-delà de ton sport, mais peut-être ta reconversion ou ce que tu vas faire après le sport. Oui, bien sûr. J'ai toujours gardé un regard objectif sur cette chose parce que, bon, aujourd'hui, quand on est sportif, qu'on soit très bon ou pas, c'est compliqué d'en vivre à 100%. Donc, à un moment, j'ai dû me poser des questions et je me suis dit, je vais quand même avoir un diplôme, c'est la moindre des choses. Puis, je le dois bien à mes parents. Mais, de toute façon, j'ai besoin de faire des études, j'aime faire des études. Mais le sport restait quelque chose de très important pour moi. Donc je me suis dit d'abord je fais un diplôme et puis on verra bien. Je me reconsacrerai à 100% au sport ou peut-être à 1000% à la fin de mes études. Mais c'est sûr qu'il faut garder un regard objectif et savoir que on n'est pas tous prédestinés à être sportifs de haut niveau et il faut quand même faire des études. Moi, je connais même des sportifs de haut niveau qui sont 4-5 fois champions du monde maintenant et qui ont quand même fait un diplôme à côté. Dans un des épisodes précédents, on avait Alexandra Recchia qui a beau être... entre guillemets, quintuple championne du monde de karaté et double championne d'Europe, elle est aussi avocate par ailleurs. Donc on sent bien que chez certains sportifs, et j'ai presque envie de dire la nouvelle génération, vous êtes très concernés non seulement par votre sport, mais aussi par les à côté, le sport de haut niveau, enfin les études, pour pouvoir soit compléter votre sport avec ce que vous apprenez, soit envisager déjà une reconversion. Et justement, est-ce que dans le cadre, en étant sportif de haut niveau, en concourant pour l'Italie à l'international et pour le Luxembourg dans la Coupe de Belgique, est-ce que tu as des passerelles dont tu peux bénéficier? Est-ce que tu as des aménagements de tes horaires d'études? Est-ce que tu as des facilités en termes d'examen? Enfin, comment ça se passe? En fait, ça c'est quelque chose de très... ça dépend énormément. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, quand j'étais à Vauban, au lycée, là j'avais accès justement à un statut de sportif de haut niveau. Donc je pouvais manquer certains cours, je pouvais avoir quelques absences supplémentaires tout en étant excusé. À l'université c'est pareil, je peux également le demander. Je n'ai jamais souhaité le demander parce que de toute façon je n'ai pas le temps. C'est déjà compliqué qu'on y est tout le temps, donc si on n'y est pas c'est encore plus compliqué. Mais oui, on peut faire une demande de sportif de haut niveau à l'université. Du coup à ce moment-là on a des aménagements et on a des permissions un peu plus libérales sur certaines choses. Par exemple, on peut changer la date de certains examens, on peut repasser plus tard, etc.
Ça, c'est très utile quand on est à l'université, surtout quand on continue à se consacrer au sport de façon intensive. Mais je connais justement des gens qui, à l'université de Liège, ont pris cette formation. Mais après, il y a énormément de papiers à fournir, énormément de résultats à fournir également. Il ne suffit pas d'arriver et de dire bonjour, moi je m'entraîne beaucoup et voilà, je suis sportif de haut niveau. Non, il faut présenter des papiers de la fédération, il faut présenter des résultats qu'on a fait dans le passé. Et il faut quasiment fournir un curriculum vitae sportif à l'université pour qu'elle comprenne que vous êtes un sportif de haut niveau et que vous avez besoin de ces aménagements spéciaux. Et justement, on parle de résultats, on parle de palmarès. Est-ce que tu peux rapidement passer ton palmarès en revue ? Mon palmarès en revue, dans les grandes lignes, j'ai été champion de la Coupe de Belgique en junior, j'ai été plusieurs fois dans le top 5, j'ai fait 4e à une Coupe d'Europe. J'ai participé à la Coupe du Monde en Italie et à Val d'Isole, en cycle de course. J'ai roulé dans la Sarre Moselle Cup dans les environs. J'étais à peu près 50e junior dans le monde. Et aujourd'hui, bon, c'est plus trop pareil, mais voilà, c'est mon palmarès dans les grandes lignes. Beaucoup de courses en Belgique, beaucoup de victoires en junior, des podiums en élite. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Okay. Alors, venons-en justement au sujet du podcast d'aujourd'hui, le financement d'une carrière de sportif de haut niveau. À l'heure actuelle, comment est-ce que toi, tu mènes de front, d'un point de vue financier, tes études et ton sport ? Aujourd'hui, où j'en suis avec mes études et mon sport, c'est très compliqué. J'ai repris depuis cette année les entraînements de façon intensive, parce que justement, je souhaiterais revenir en saison 2020 à mon top niveau. Donc plus fort qu'avant et plus mûr surtout. J'ai pris le temps de m'écarter un peu des compétitions et de voir un peu qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui allait bien et qu'est-ce qui pouvait être perfectionné. Et aujourd'hui justement j'ai repris les entraînements de façon ciblée et plus intensive, tout en me consacrant à fond à mes études. Donc il a fallu que je revoie mon planning et mon organisation personnelle. Mais aujourd'hui maintenant je me prépare en 2020 pour justement revenir au top niveau et faire les Coupes d'Europe. Justement, je regardais il y a 2 jours là, le nouveau calendrier des Coupes d'Europe qui est sorti, avec les dates et les destinations qu'on aura, et les Coupes du Monde. Donc, si tout se passe bien, en mars, je devrais reprendre les compétitions. En plus, cette année, j'ai pas trop d'examens à l'université. Ils tombent dans des périodes qui sont plutôt favorables aux courses. Donc, cette année, j'aimerais bien revenir à fond, surtout que j'ai un nouveau sponsor au niveau des vélos, une marque espagnole dont j'ai rêvé pas mal d'années d'ailleurs. Le vélo est exceptionnel. J'ai fait une seule course avec le vélo l'année dernière et j'ai fini 3e. Du coup, j'étais très très content. C'était un bon retour à la compétition. Et puis, une fois qu'on a fait de la compète et de la course, on a besoin de revenir. C'est comme une drogue. On ressent le besoin et le manque. Donc, l'année prochaine, je reviens et en espérant bien faire. Ok, donc une super exclue, peut-être pour tes adversaires aussi. Tu reviens en force, prêt à tout péter. Oui, je fais de mon mieux. Là, je m'entraîne tous les jours. J'ai repris de la masse musculaire, j'ai repris de la force, beaucoup de confiance en moi aussi qui est revenu. Mais le problème, c'est que bon, là, ça va bientôt faire 2 ans qu'on n'a plus de Coupe de Belgique. Donc, il n'y avait plus de courses à côté. Et c'est dur, en fait, de perdre ces courses-là parce que c'était un peu comme un tremplin. On l'utilisait et puis on se motivait pour les Coupes d'Europe. Maintenant, il ne reste plus que les Coupes d'Europe, les Coupes d'Allemagne et toutes les courses sont... Il n'y a pas de course à moins de 4 heures d'ici de route. Donc à chaque fois, il faut faire de la route, il faut prévoir un trajet, un temps, faut prendre congé quand on va avec ses parents, etc. Et c'est un budget considérable quand même. Une saison de vélo, c'est 12 000 € facile. Donc ça, c'est pas facile. Alors comment est-ce que tu finances justement ta saison ? Alors, ma saison maintenant, pour où j'en suis actuellement, elle est quasiment à 100% financée par moi-même et mes parents. D'accord. Avant, il faut savoir que quand j'étais à un bon niveau, je n'avais pas de rentrée financière directe. Donc, c'est-à-dire les sponsors nous aidaient avec des pièces, des avantages, mais souvent c'était jamais de rentrée financière directe. J'ai eu une proposition justement de financement direct par l'État luxembourgeois, mais justement il me fallait la nationalité luxembourgeoise que je n'ai toujours pas eu. D'accord. Et il faut que je la fasse d'ailleurs. Mais c'est dur, très très dur dans le monde du vélo et même dans beaucoup de sports d'avoir une rentrée financière directe parce que c'est l'argent, c'est dur à donner. À un moment, on était dans un team et on avait une couverture de sponsors et à ce moment-là, on recevait 1 000 € par chaque sponsor, entre 1 000 et 2 000 €. Et à ce moment-là, ils étaient utilisés dans le team, mais on recevait jamais 1 000 € nous-mêmes comme ça
de main à main. Mais le problème, c'est que il faut payer l'essence, il faut payer les logements, et tout ça coûte de l'argent. Donc c'est sûr que quand on n'a plus le matériel à payer, c'est déjà une très très bonne aide, parce qu'un vélo de descente à un bon niveau, ça coûte entre 6 000 et 10 000 euros. Donc déjà ça, c'est énorme. Et puis les pièces, c'est aberrant le prix. Donc ça va très très vite. Sur une course, on va utiliser 2 paires de pneus. C'est 55 euros minimum le pneu. Ensuite, on casse souvent un dérailleur, donc c'est 250 euros le dérailleur. Ça va très très vite. On atteint des sommes folles. Et c'est sûr qu'une fois qu'on n'a plus les pièces à payer, ou on a des gros prix là-dessus, c'est beaucoup plus facile d'assumer une saison de vélo. Ok, donc tout à l'heure, quand tu nous donnais un chiffre, c'est-à-dire 12 000 euros pour une saison, dans ces 12 000 euros, c'était simplement les déplacements, ou tu intégrais aussi quelques pièces? J'intègre les déplacements, parce que l'essence, c'est quand même pas donné, puis les péages, etc. Ensuite, il y a les logements. On a le choix, hein, soit on loge sur place, dans une tente, comme beaucoup font. En Coupe du Monde, on a ce qu'on appelle les privatiers, qui sont des pilotes qui font de très bons résultats, mais qui logent en tente ou dans leur petite camionnette sur le parking. Et pourtant, c'est des bons pilotes. Souvent, eux, justement, ils sont repérés, après ils atteignent les teams. Ou sinon, justement, dans ces 12 000 euros, on a aussi les dépenses des pièces, justement, parce que les pièces, c'est pas donné. Il faut toujours en avoir sur soi, parce que faut savoir que si on casse un derrière, la course c'est fini. Si on casse une jante, on n'en a pas, la course est finie. Ça va très vite. C'est un sport mécanique, on a besoin d'un vélo au top, et pas que du pilote qui lui est en forme. Donc beaucoup d'entretien, beaucoup de pièces. C'est pas facile à assumer financièrement. Et donc, comme tu disais, ta saison 2020 risque d'être financée uniquement par toi, / tes parents. Comment ça se passe, la recherche de sponsors? Alors, tu nous as quand même dit que tu avais trouvé un partenaire, un sponsor espagnol, qui te donne un vélo. Oui. Justement, le vélo, par exemple, c'est un vélo que je n'ai pas reçu en cadeau, mais c'est un vélo que je paye quand même une partie. Mais sachant que le vélo, il vaut 10 000 euros, j'ai quand même une très bonne réduction dessus. Donc c'est vraiment considérable. On parle de milliers d'euros d'économie. Donc c'est énorme. On peut faire 5-6 courses grâce à ça. Mais il faut savoir que oui, l'année prochaine, je vais financer ma saison que par moi-même. C'est quasiment sûr. Et la recherche de sponsors, justement, à ce moment-là, elle se passe de différentes façons. On a aujourd'hui ce qu'on appelle les pilotes un peu influenceurs. Donc on a des gens qui ne font peut-être pas forcément beaucoup de courses, mais qui sont très connus sur les réseaux sociaux, comme Fabio Wibmer, qui est quelqu'un qui en ce moment perce très très fort. Et donc c'est des gens qui font des vidéos, qui ont énormément de vues, donc énormément d'images. Donc à ce moment-là, pour les marques, c'est intéressant de les sponsoriser. Il faut savoir que c'est plus facile aujourd'hui de se faire sponsoriser comme ça que de se faire sponsoriser grâce à ses résultats en course. Parce que les marques ont tendance à se concentrer vraiment que sur le gratin mondial. Le problème, c'est que le gratin mondial, il est déjà professionnel. Donc le top 20, top 30 mondial, il gagne sa vie comme ça, il ne fait que ça. Et c'est très 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 dur d'atteindre ce niveau-là. Et donc on a soit cette méthode-là, soit la méthode des résultats, ou sinon on a la méthode on se présente, les marques s'intéressent à nous, parce que on n'est pas juste une image sur les réseaux sociaux, on est aussi est-ce qu'on est connu ou pas dans notre milieu. Moi, c'est la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré justement Mondraker au Lac Blanc, et il a vu que j'avais quand même une répercussion autour de moi, j'en parlais beaucoup, et pour eux c'est toujours intéressant d'avoir un pilote qui est quand même dans qui a quand même la même vision qu'eux du sport. Donc pour eux c'était intéressant de me sponsoriser, j'étais très content avec ça. Donc. Il faut se présenter, il faut faire des contacts. C'est très dur dans ce milieu, mais il faut faire comme ça. Il faut toujours aller chercher un peu les sponsors. Ils viendront jamais à nous par eux-mêmes, sauf quand vraiment on gagne des Coupes du Monde ou on gagne des Coupes d'Europe. Mais même comme ça, c'est compliqué. Oui, j'imagine les contrats d'image, soit ils sont distribués au compte-gouttes pour les grandes stars, on va dire, on en connaît dans tous les sports, et là ce sont les sponsors, les partenaires qui viennent à eux, mais sinon il faut aller les chercher au forceps. Et oui, c'est comme ça, il faut être entreprenant et se montrer motivé, parce que sinon c'est compliqué d'avoir des sponsors. J'ai un ami qui maintenant il fait des top 3 en Coupe d'Europe, et même lui il n'a pas de rentrée financière directe, mais tout est payé. Il a ses vélos qui sont gratuits, ses pièces qui sont gratuites, mais lui aussi en fait, même en faisant des très bons résultats, les marques sont pas venues à lui, c'est lui qui a été les chercher. Et du coup c'est très compliqué, même pour les meilleurs pilotes, de trouver des sponsors. Il s'est fait refuser certains contrats, il s'est fait refuser certaines aides,
Et aujourd'hui, vraiment, dans le monde du vélo, en plus, qui devient de plus en plus élitiste, et vraiment, ils se concentrent que sur les top pilotes maintenant. Donc, ça devient extrêmement compliqué d'avoir des supports, que ce soit financiers ou même matériels. Alors, parlons un petit peu des fédérations. Toi, tu l'as dit, tu es un peu à cheval sur plusieurs fédérations. La fédération luxembourgeoise, mais qui ne peut pas te soutenir parce que tu n'as pas la nationalité luxembourgeoise, en cours d'acquisition. La fédération française, on n'en parle pas, tu n'as pas la nationalité française, donc je suppose que tu n'as pas été voir de ce côté-là. La fédération belge, tu n'es pas belge, mais tu cours en Coupe de Belgique pour un autre pays, en l'occurrence le Luxembourg. Il nous reste la fédération, tes deux nationalités officielles, italienne et brésilienne. Est-ce que tu cours pour ces fédérations-là, et est-ce que tu fais appel à elles ou pas? Alors, la fédération italienne, il faut savoir que tôt ou tard, on est obligé d'y faire appel quand on veut aller en Coupe du Monde, parce que soit, en fait, pour aller en Coupe du Monde, on a deux options possibles. Soit on réunit assez de points UCI et assez des points qu'on acquiert grâce à des compétitions internationales ou des courses habilitées à distribuer des points UCI. Par exemple, certaines courses au Portugal en hiver, elles sont habilitées à distribuer des points UCI. Mais il faut savoir que c'est très très dur d'avoir des points UCI. Généralement, les gens qui ont des points UCI, c'est des gens qui sont déjà en Coupe du Monde parce qu'ils en marquent énormément. En fait, en Coupe du Monde, tu peux en avoir tu peux en avoir énormément très vite. Alors qu'une course, Coupe d'Europe, etc., c'est très dur. Même tu peux gagner une Coupe d'Europe et pas avoir assez de points pour aller en Coupe du Monde. Donc, c'est terrible. Et à ce moment-là, il y a une autre solution, c'est on fait appel à la fédération et elle nous sélectionne pour aller en Coupe du Monde. C'est ce que moi j'ai fait. Et donc, tôt ou tard, on est obligé d'y toucher. Mais et aujourd'hui, dans le monde du vélo, les fédérations, elles sont un peu réticentes. C'est-à-dire que, par exemple, en France, c'est un très petit nombre de gens qui y vont. Ou en Belgique, pour les Coupes du Monde, ça, c'est pas trop un problème d'y aller. Mais pour le championnat du monde, par exemple, il faut savoir que c'est quasiment impossible pour un Belge d'aller au championnat du monde parce qu'ils demandent des résultats comme des top 10, des top 15, plusieurs fois par saison pour y aller. Et c'est impossible quand on n'est pas professionnel. Donc, les gens qui sont professionnels, eux, ils n'auront aucun problème, peut-être. Bon, même comme ça, c'est dur. Mais c'est-à-dire que moi, je connais un seul pilote belge qui a été en championnat du monde grâce à ses résultats, et c'est Martin Mas. Et c'est quasiment le meilleur cycliste sur la face de la Terre en ce moment. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même compliqué. Après, si je peux toucher aux autres fédérations, les Français aussi, c'est très très compliqué, c'est très élitiste. Il faut savoir que les Français, ils dominent le VTT de la descente depuis pas mal d'années. Le plus grand champion de l'histoire du VTT de descente est français. Il s'appelle Nicolas Vouilloz. Et il faut savoir qu'eux, ils sont très sélectifs là-dessus. Et ensuite, il reste la fédération brésilienne. Elle, c'est intéressant parce que oui, je pourrais faire appel à ma nationalité brésilienne et reprendre une licence brésilienne. Et à ce moment-là, ce serait beaucoup plus facile pour moi. Je pourrais aller au championnat du monde, je pourrais faire les Coupes du Monde. Mais disons que c'est une solution un peu de facilité. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui roulent en Europe parce que les Coupes du Monde, elles se passent surtout en Europe. Et sur le continent américain, il y en a 2 sur le continent américain et tout le reste est en Europe. Donc il faut savoir que pour les Brésiliens, c'est compliqué de venir faire les courses en Europe. Donc à ce moment-là, ce serait assez facile, mais je me sentais pas, surtout que j'avais déjà commencé de représenter l'Italie, je me sentais pas de représenter le Brésil en compétition. Ça aurait été une solution de facilité. Donc je préfère rechoper des points UCI ou avoir l'appui de la Fédération luxembourgeoise, qui est quand même un pays dans lequel je m'identifie énormément aujourd'hui, que je suis résident depuis pas mal d'années ici. Et à ce moment-là, d'aller représenter les couleurs là, que de représenter les couleurs brésiliennes, même si je suis très fier d'être brésilien, hein, faut pas mal me comprendre. Mais je trouve que c'est une solution de facilité et je n'ai jamais eu envie d'y faire recours. Parlons de la fédération italienne. Est-ce que la fédération italienne vous soutient en dehors du fait de vous sélectionner pour vous emmener sur les Coupes du Monde ou les Championnats du Monde? Est-ce que financièrement, elle vous soutient? Alors, je pense que tu vas peut-être parler plutôt vraiment pour le VTT de descente et pas pour d'autres sports, mais dans ton cas. Dans mon cas, c'est moi par exemple, je n'ai jamais été soutenu par la fédération italienne dans quoi que ce soit à part être sélectionné. Je sais qu'elle prend un certain nombre de pilotes, donc elle prend 5 ou 6 pilotes, qu'elle en fait ses protégés en quelque sorte. Donc à ce moment-là, tous les déplacements sont faits avec la fédération. Et donc ces pilotes-là représentent vraiment l'Italie, donc ils sont toujours qu'avec les maillots de l'Italie, et que ce soit la petite course du quartier, ils sont toujours avec le maillot de l'Italie. Et eux, par contre, ils sont appuyés, mais ils sont pas appuyés financièrement non plus. Ils reçoivent jamais d'argent. Ils feront les déplacements avec eux. Ils n'auront pas à payer les déplacements. Ils n'auront pas à payer les logements. Ils seront toujours avec l'équipe nationale. Ils auront des camps d'entraînement aussi où ils ont besoin de rien payer.
Mais quand même, à ce moment-là, il faut quand même qu'ils trouvent eux-mêmes leurs sponsors pour les vélos, eux-mêmes leurs sponsors pour les vêtements, etc., etc. Et il faut payer le loyer à la fin du mois et mettre des pâtes dans l'assiette. Donc honnêtement, dans le monde du vélo, surtout dans le VTT de descente, c'est très dur d'avoir un appui financier de la fédération. C'est quasiment inexistant aujourd'hui de ce que je connais, et pourtant ça fait pas mal d'années que je baigne là-dedans. De ce que je sais, c'est que les pilotes qui gagnent leur vie, ils reçoivent rien par la fédération. Ils n'ont jamais rien reçu par la fédération, à part des aides bien sûr, mais c'est très dur que la fédération dise tenez, voilà, 2000 €, que cela vous aide pour votre année. C'est compliqué, tu l'as dit, c'est compliqué. Il faut finalement... Je remarque que les sportifs de haut niveau, en général, sont assez jeunes. Donc, c'est-à-dire que vous menez de front une carrière de sportif professionnel et des études. À défaut, si vous n'êtes pas en études, il vous faut quand même trouver un job pour pouvoir financer votre vie, votre quotidien, on va dire. Et si vous n'avez pas un entre guillemets vrai job pour ça, vous avez quand même ce travail d'aller à la recherche des partenaires, des sponsors, parce que vous avez des dotations produits / dotations services, mais il faut quand même mettre des pâtes dans l'assiette et payer le loyer à la fin du mois. Et oui, c'est comme ça. Malheureusement, il faut faire des choix. Et après, bien sûr, il y a des gens qui sont un peu chanceux, qui ont des parents qui sont quand même bien aisés, qui eux, par exemple, peuvent supporter tous les coûts, et à ce moment-là, les sportifs, ils n'ont plus qu'à se consacrer à 100% au sport. Je connais des gens qui ont arrêté les études pour faire cela, ou des gens qui ont simplement arrêté de travailler, et que les parents ont supporté à 100%, et qui sont parvenus à devenir professionnels. Ça arrive. Ça, dans le milieu de l'automobile, c'est très fréquent. Aujourd'hui, on a des pilotes qui sont 12-13 ans et qui roulent déjà en Formule 4. Donc, il faut savoir qu'il y a Formule 4, Formule 3, Formule 2, avant d'arriver à la Formule 1, que tout le monde connaît. Et en fait, il y a des pilotes qui ont 12-13 ans, qui traînent dans les paddocks. Et en fait, c'est des fils de personnes très aisées qui peuvent déjà leur payer à une Formule 4. Et justement, la Formule 4, c'est la porte pour arriver jusqu'à la Formule 1. Et eux, justement, ils ont arrêté les études, ils ont tout arrêté. Donc maintenant, la fédération automobile, la FIA, elle doit justement maintenant encadrer un peu tout ça. Donc les jeunes, ils sont obligés d'avoir... des études à côté. Dans le monde du vélo, c'est beaucoup plus rare, ça. C'est beaucoup plus rare parce que on est tous soumis quand même à l'école obligatoire jusqu'au moins 16 ans. Et on n'a pas de statut de sportif au niveau qui nous protège de cela. Donc on est tous obligés d'aller à l'école. Et protège ou qui vous en dispense ? Moi je trouve qu'elle nous protège. Je trouve que c'est important. Elle nous protège parce qu'on a tous quand même besoin d'un minimum d'éducation. Quoi qu'on fasse, donc peu importe comment on est surdoué dans quelque chose, on a toujours besoin d'un peu d'éducation. Et je trouve que c'est très bien. Mais dans le monde du vélo, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. J'en parlais justement il n'y a pas longtemps avec mon père. Ça a toujours été comme ça. Et je trouve que ça empire. Je m'attendais que ça s'améliore avec le temps. Et aujourd'hui, je trouve que les fédérations ont de plus en plus de mal à supporter les jeunes qui commencent. Parce que... en fait, il n'y a pas assez de fonds qui sont alloués à ces divisions sportives-là. Parce que là, depuis tout à l'heure, on se concentre sur le VTT de descente. Mais il faut savoir que l'Union cycliste internationale, il n'y a pas que le VTT de descente là-dedans. Il y a des sports qui sont beaucoup plus connus comme le cross-country, qui est le VTT de trail, et bien sûr, le vélo de route, qui lui par contre, n'a jamais eu de problème de subvention. C'est comme ça, c'est un sport beaucoup plus vieux aussi, beaucoup plus ancien, beaucoup plus médiatique, et c'est bien dommage parce que il y a beaucoup de choses à voir dans le VTT de descente. Les gens ils connaissent pas énormément, et pourtant c'est très spectaculaire, c'est quelque chose qui marche de plus en plus fort. Red Bull a investi énormément d'argent là-dedans maintenant dans le côté média. Donc à mon avis, dans quelques années, ça sera beaucoup plus médiatisé. Mais le problème, c'est que ça s'élitise aussi, également, donc ça sera de plus en plus compliqué d'atteindre le top niveau et d'être supporté pour atteindre ce niveau-là. En espérant que les médias jouent leur jeu, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais effectivement, on le voit ne serait-ce que dans la façon d'appeler quelqu'un qui conduit un vélo. Un cycliste, c'est un coureur cycliste. Quand on parle d'un cycliste sur route, ceux qui font le Tour de France, ils sont coureurs cyclistes. Vous, dans le VTT de descente, vous êtes des pilotes. Et vous gagneriez peut-être, enfin ce sport gagnerait peut-être à être beaucoup plus médiatisé parce que c'est beaucoup plus spectaculaire, c'est beaucoup plus... Je ne trouve pas mes mots. Non, mais oui, c'est plus spectaculaire. Mais il faut savoir que c'est une division sportive dans le monde du vélo complètement différente du sport du VTT de route, du vélo de route. C'est en fait, bien que le vélo de route soit très technique parce qu'il y a quand même des choses à savoir, etc. C'est quand même principalement un sport de résistance.
de performance physique. D'endurance. Voilà, exactement. Et dans le VTT de descente, à ce moment-là, on se concentre aussi sur le côté physique de la chose, parce que c'est un sport très intense, mais c'est la technique qui prime avant tout. Et comme beaucoup de sports qui sont très médiatisés, comme le golf est un sport où la technique prime avant tout. Il est quand même très médiatisé, il n'y a pas de souci. Et justement, le VTT de descente, il subit un peu cette comment dire, les gens ne connaissent pas le sport encore, donc ils ne sont pas intéressés plus que ça. Si dans le futur on s'y intéressera, ce sera plus intéressant, et puis les gens peut-être comprendront que ces pilotes, ils prennent énormément de risques pour ce qu'ils font. Un pilote en VTT de descente et un coureur cycliste sur un Tour de France, ils ne prennent pas les mêmes risques. Ils ne prennent vraiment pas les risques, il n'y a qu'à voir le degré de protection que tous les deux ont. Et je trouve que c'est dommage que les gens ne connaissent pas encore. À mon avis, dans les prochaines années, ça va se populariser un petit peu. Et peut-être qu'à ce moment-là, la fédération fera un peu attention à nous et voudra un peu plus nous supporter, parce que bon, des camps en Espagne pour les coureurs cyclistes, ça, il n'en manque jamais. Alors que pour nous, bon, un simple camp d'entraînement devient une mission presque impossible. Déjà, il faut vous trouver du dénivelé, il faut vous trouver des conditions adéquates, il faut repérer le parcours pour être sûr que ça descend mais pas trop à pic et que vous finissez pas dans le fossé. Donc ça, c'est jamais un problème. La difficulté n'a jamais été un souci pour eux. Il y a qu'à voir les coupes du monde. Plus c'est dur, mieux c'est. Et je suis bien d'accord avec ça. Le fait est que justement, comme c'est un sport qui se passe dans la nature, on est énormément proie aux conditions météo. Donc en hiver, on peut plus aller rouler dans les Alpes. Soit si on veut rouler dans 5 mètres de neige, mais à ce moment-là c'est compliqué. Donc il faut partir dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, où il fait plus chaud, où c'est faisable de rouler toute l'année. Et le problème, c'est que ça s'organise, c'est un budget, il faut payer les vols pour les pilotes, il faut payer le déplacement, il faut payer le logement. Et donc à ce moment-là, il n'y a que les rares élus de l'équipe nationale qui sont capables d'avoir ce support. Et encore, ça dépend des fédérations. La France fait cela, l'Italie non, pas vraiment. L'Angleterre fait cela, des équipes comme ça. Mais surtout la France, il consacre énormément de ressources pour l'équipe nationale. Le problème, c'est que c'est quelques petits élus parmi tant de coureurs qui sont excellents. Donc c'est très compliqué. Peut-être dans les prochaines années, quand on aura une bonne médiatisation et que le sport sera connu et respecté par un petit peu tout le monde, à ce moment-là, ça sera plus facile. On refera un podcast dans 10 ans pour en parler. Avec plaisir. Angelo, on arrive dans l'année 2020, année olympique. Est-ce que le VTT de descente est sport olympique, ou est-ce que tu nourris l'espoir qu'il le devienne ? Ah oui, je nourris un espoir, mais très 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 fort là-dedans, parce que faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de sports deviennent des sports olympiques. Le BMX est devenu un sport olympique depuis Londres, donc 2012. Et d'autres sports atteignent justement le niveau olympique maintenant, comme le golf aussi, à Rio, etc. Donc je nourris l'espoir que le VTT de descente devienne un jour un sport olympique. Est-ce que c'est pour bientôt ? Ça, bon, il n'y a même pas de pétition qui est rentrée encore au sein du comité olympique, donc ça va être compliqué. Il faut savoir que c'est un sport qui requiert certaines conditions très difficiles à atteindre, du dénivelé, un système de remontée mécanique ou des caméras. Donc c'est très compliqué, on peut pas la faire n'importe où. Prenons l'exemple de Londres. Si on avait eu le VTT de descente à Londres, l'endroit le plus proche où on aurait pu faire une bonne course de descente en Angleterre, ça aurait été le Pays de Galles. Et même là, ça aurait été compliqué parce que bon, c'est pas digne des Jeux Olympiques, la piste. Ce serait une petite piste pour une petite Coupe du Monde, mais c'est pas digne des sports olympiques. Donc c'est très compliqué encore. Il y a plein d'endroits, de destinations où les Jeux Olympiques tombent, où c'est impossible à faire. On construit bien des descentes pour le kayak. On pourrait faire une piste pour la descente en VTT. Oui, la piste n'est pas un problème, c'est la montagne. La montagne, il faut une bonne piste de descente requiert une montagne. Et le problème, c'est que les montagnes, on peut pas les amener de n'importe où. C'est sûr, on pourrait faire cela, mais on aura une épreuve qui se passera à 500 km du lieu des Jeux Olympiques. Ça arrive, il y a des épreuves comme ça. Je sais qu'il y a des épreuves qui sont très très loin. Donc oui, je nourris l'espoir. À mon avis, c'est faisable. Mais justement, il faut un peu de médiatisation du sport et un peu plus de reconnaissance de la part des fédérations sportives en tout genre,
surtout du comité olympique qui lui s'en fiche complètement pour l'instant. Donc 2020, il n'y en aura pas à Tokyo, on a bien compris. 2020 c'est fini. 2024, je crois que c'est déjà bouclé. Voilà, Tokyo ça aurait été une super destination, j'y étais cet été au Japon, j'ai eu la chance d'y aller, fantastique pays, vraiment formidable. Et justement le Japon est un pays où on aurait pu faire une manche de VTT de descente là-bas pour le sport olympique parce que c'est un pays extrêmement montagneux, il y a des montagnes absolument partout, donc il y a vraiment pas de souci à trouver un endroit où faire une piste, mais bon le sport n'est toujours pas reconnu et je ne sais pas si dans 10 ans il le sera, donc peut-être pas les prochains Jeux olympiques non plus, à mon avis peut-être ceux d'après il y aura moyen. 2028 2028, oui. Et si 2028 tu penses que tu y seras? Ah oui, si jamais en 2028 ils font les Jeux olympiques, bon, j'aurais déjà plus le même âge, hein, mais... T'auras juste quelques années de plus. Oui, quelques années de plus, on va dire que... Tu dépasseras un peu la trentaine. Voilà, donc on s'améliorera. On va faire comme un bon vin, on va essayer de s'améliorer avec le temps. Mais c'est sûr que c'est compliqué, mais s'ils le font en 2028, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour essayer d'y aller. C'est quand même le rêve de tout sportif, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. C'est un peu le Graal. C'est le Graal absolu, c'est un rêve. Je ne connais pas un seul sportif à qui on lui dit tu pourrais faire les Jeux Olympiques et il n'y a pas des étoiles dans ses yeux. C'est quand même fantastique. C'est le Graal. Angelo, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions, toute cette franchise. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé que tu voudrais mettre sur la table aujourd'hui ? Je dirais peut-être l'appui justement de la médiatisation. J'aimerais bien que les médias locaux aujourd'hui comprennent qu'il n'y a pas que certains sports dans notre pays, par exemple. Aujourd'hui, on se concentre énormément sur le vélo de route, sur certains sports de combat, sur le foot. Le foot subit une médiatisation qui est quand même très injuste envers des autres sports. Donc, si je devais dire un dernier mot, c'est aux médias locaux, c'est concentrez-vous un peu sur les petits sports qui, eux, ne reçoivent pas l'attention méritée. Je ne parle pas que du VTT de descente, j'en parle de plein d'autres sports qui, eux, justement, mériteraient un peu plus de couverture. Eh bien, le message est passé. Je ferai en sorte de remonter tout ça aussi à la fédération luxembourgeoise, aux fédérations ou au comité olympique luxembourgeois pour qu'ils t'entendent. Merci. Juste avant de te laisser partir, j'ai 2 petites questions pour toi que je pose habituellement sur ce podcast. La première, si tu pouvais te transformer en un petit Angelo et te dire un mot il y a 10 ans, 15 ans, quand tu as commencé le VTT de descente, qu'est-ce que tu te dirais ? Je me dirais entraîne-toi plus. Entraîne-toi plus et surtout j'aurais bien voulu commencer encore plus tôt. J'aurais bien voulu commencer vraiment très très tôt parce que les grands champions se forment des tout petits. Dans tous les sports, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui commence tard et qui arrive au top niveau. Donc oui, je lui dirais lance-toi à fond là-dedans et entraîne-toi. Et en fait, je peux pas me faire trop de ma remarque parce que j'ai commencé tard et j'ai été une tête brûlée dès le début, donc j'avais pas trop de problèmes là-dessus. Mais oui, je lui dirais encore plus de motivation. Ok. Et deuxième question, s'il y avait un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast, qui serait-elle, qui serait-il ? Un sportif, tout sport confondu, tout... Fais-toi plaisir. Libre cours à ton imagination. Les sportifs que je respecte, ils sont très nombreux aujourd'hui, mais s'il y a bien un sportif que j'apprécie énormément, en tant qu'ancien judoka, etc., c'est quand même Teddy Riner. C'est quelqu'un que j'idolâtre énormément, c'est quelqu'un d'exemplaire pour moi. Mm-hmm. Dans le golf, il y a Tiger Woods qui... Alors sur un podcast francophone, ça sera c'est très compliqué. Puis c'est quand même un monsieur très très difficile à atteindre, mais bon, c'est un rêve. Mais Teddy Riner, ce serait vraiment quelqu'un de formidable à écouter au moins une fois dans sa vie, okay. qui transmet quand même un certain calme que peu de gens possèdent. Ok, et écoute, c'est noté. Angelo, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé tous ces moments avec autant de franchise. Chers auditeurs, je vous remercie aussi pour votre attention si longue pendant ces presque 40 minutes. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Félicitations, vous êtes toujours là après ces 40 minutes d'écoute. J'espère que le podcast vous aura plu. Juste avant de vous laisser partir, encore une fois, je vous invite à aller laisser des commentaires sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de revue de podcast. Invitez vos amis, obligez-les à télécharger ces épisodes. Plus nous serons visibles et plus nous diffuserons la bonne parole. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!